Pendant plus de 6 décennies, Don Rickles, icône de la comédie, a fait rire des millions de personnes, son esprit acéré lui valant le surnom de Mr. Warmth. Mais derrière les blagues et les coups de gueule, sa famille gardait un lourd secret. En 2024, sa fille Mindy s'est enfin confiée, et ce qu'elle a révélé a laissé pantois même les fans les plus dévoués de Don Rickles. Les menaces de la mafia sont bien réelles. Les tragédies personnelles plus profondes que quiconque ne l'aurait jamais imaginé. Et la culpabilité qu'il portait pour la mort de son fils l'a presque brisé. Aujourd'hui, nous révélons l'histoire inédite de Don Rickles, les ténèbres qui se cachent derrière les projecteurs et les raisons pour lesquelles sa famille a choisi de les garder cachés pendant si longtemps. Né le 8 mai 1926 à Jackson Heights, dans le Queens, Don est le fils d'immigrants juifs. Son père Max, originaire de Lituanie, et sa mère Etta, d'origine juive autrichienne. Leur maison était humble, bruyante et pleine d'histoires du vieux monde. Le yiddish résonnait autour de la table, les traditions étaient strictement respectées, et la résilience était enseignée à travers des récits de survie et de lutte. Dès son plus jeune âge, Don a appris à trouver de l'humour dans les difficultés, une compétence qui allait plus tard définir sa carrière légendaire. Au lycée de Newtown, il n'était pas un élève brillant, mais il s'est fait remarquer ailleurs. Il est élu président de la Dramatic Society, où ses professeurs et ses camarades de classe reconnaissent sa présence magnétique sur scène. La langue acérée de Don et ses moqueries intrépides, même à l'égard des professeurs, lui ont valu le surnom de Prince Clown. Il a obtenu son diplôme pendant la Seconde Guerre mondiale, avec ce que l'on appelait alors un diplôme de guerre, destiné à accélérer l'entrée des jeunes hommes dans le service militaire. À 18 ans, Rickles s'est engagé dans l'US Navy et sert de 1943 à 1946 à bord de l'USS Sirène, un navire de soutien pour les torpilleurs dans le Pacifique. C'était épuisant, une chaleur implacable, un travail éreintant et la menace constante de la mort. Mais même en temps de guerre, Rickles a utilisé l'humour pour survivre. Ce que le monde entier célébrera un jour comme la comédie a commencé, comme un mécanisme d'adaptation face au chaos. Et cela, comme vous le découvrirez, n'était que le début d'une histoire bien plus complexe que quiconque ne l'aurait jamais imaginé. Don disait en plaisantant que l'équipage pourrissait à cause de l'humidité, mais dans cette misère, sa comédie aidait les gens à s'en sortir. Ses compagnons de bord se souviennent de la façon dont ses plaisanteries leur remontaient le moral. Lorsqu'il a quitté la marine, Don avait appris à transformer la peur en rire. C'est devenu l'arme qu'il a utilisée pour le reste de sa vie. De retour à la maison, il a essayé quelque chose de plus stable. Son père l'a encouragé à devenir vendeur d'assurance. Don a enfilé un costume et a tenté sa chance, mais cela n'a pas fonctionné. Il n'a pas réussi à vendre. Son humour n'était pas adapté à la vente au porte-à-porte. Les gens lui claquaient la porte au nez, et il détestait cela. Cet échec l'a écrasé, mais il l'a aussi poussé à trouver sa véritable voie. Sa mère l'encourageait à faire ce qui le rendait heureux. Ce soutien l'a aidé à s'affranchir de la routine de l'après-guerre. En 1948, Don s'inscrit à l'American Academy of Dramatic Arts. C'était un grand pas. Il s'entraîne aux côtés de futures stars comme Grace Kelly et Jason Robards. Mais le théâtre n'est pas son truc. Ses rôles sérieux faisaient rire les gens, et pas dans le bon sens du terme. Pourtant, lorsqu'il a été autorisé à improviser ou à jouer des personnages drôles, tout s'est enchaîné. Il s'est rendu compte qu'échouer en théâtre était en fait une bonne chose. Cet échec l'a aidé à trouver ce qu'il était vraiment censé faire. L'Académie lui a donné l'espace nécessaire pour découvrir un tout nouveau type de comédie. Au début des années 1950, Don commence à se produire dans les Catskill Mountains. Il avait besoin d'argent, et ces petites stations balnéaires lui permettaient de trouver du travail. Le public était proche de la scène et aimait chahuter. Un soir, des gens ont commencé à lui crier dessus en plein acte. Au lieu de les ignorer, Don a riposté. Il les a insultés avec des blagues rapides et acerbes. La foule a éclaté de rire. C'est à ce moment-là que tout a changé.
Son style dur et froid n'était pas seulement toléré, il était aimé. À partir de ce moment-là, il s'est penché sur la question. Il n'a pas reculé devant les chahuteurs. Il les a embrassés et les a intégrés au spectacle. C'est aussi à cette époque qu'est née l'expression « palais de hockey ». Dans les boîtes de nuit agitées de New York et de Miami, Don avait besoin d'une insulte inoffensive qui ne lui vaudrait pas de coups de poing. Il a donc commencé à appeler les gens « palais de hockey ». Cela n'avait aucun sens, mais c'était drôle. Les gens ont ri et la phrase est restée. Des années plus tard, lorsqu'il a fait la voix de Mr. Tête de Patate dans Toy Story, ils l'ont même incluse dans le scénario. Cette insulte stupide est devenue partie intégrante de la culture pop, grâce à ses premiers spectacles endiablés. De 1950 à 1970, dans ses produits presque sans interruption, il jouait dans des clubs que la plupart des gens évitaient, des bars à striptease, des salons délabrés et même des lieux de nuit tenus par la mafia. Parfois, il donnait 3 spectacles par soir tous les jours de la semaine. Le public était souvent grossier, ivre ou carrément dangereux. Mais Don n'abandonnait pas. Il a affiné ses compétences. Il a appris à faire taire rapidement les chahuteurs. Et chaque insulte qu'il a proférée au cours de ces années a contribué à façonner le numéro qui plus tard remplirait les salles de Las Vegas et lui permettrait de passer à la télévision nationale. Les foules difficiles ont renforcé son armure de scène. Un soir dans le New Jersey, il a failli aller trop loin. Don faisait son numéro habituel lorsqu'il a vu un homme et sa femme dans la foule. Il a fait une blague sur sa taille, la comparant à un élan. Ce qu'il ne savait pas, c'est que l'homme était lié à la mafia. La salle est devenue silencieuse. Après le spectacle, Don est appelé en coulisses. Il craint le pire, mais l'homme rit et lui offre à boire. C'était risqué, mais des moments comme celui-ci sont entrés dans la légende de Don. Il n'avait peur de rien, même lorsqu'il n'aurait probablement pas dû. Don Rickles a passé près de 20 ans à essayer de se faire remarquer. Il avait déjà 32 ans lorsqu'il a décroché son premier rôle dans Run Silent Run Deep en 1958. Cet âge aurait pu être acceptable dans la vie réelle, mais à Hollywood, il était déjà en retard. La plupart des acteurs de son âge étaient déjà établis, mais Rickles n'a pas obtenu qu'un rôle de second plan. Il s'est retrouvé à l'écran avec Clark Gable et Burt Lancaster. Il jouait le rôle d'un quartier-maître dans un sous-marin pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait d'un film sérieux sans blague ni comédie, et Rickles a réussi. Il a livré une performance qui ne ressemblait pas à celle d'un acteur de boîte de nuit, mais à celle de quelqu'un qui avait sa place à l'écran avec des légendes. Il a surpris le public et a changé de voix. Il a enfin percé dans le monde dont il avait seulement rêvé en grandissant dans le Queens. Les choses ont pris une tournure étrange dans les années 1960. Rickles s'est retrouvé coincé dans une série de films qui n'étaient que soleil, sable et absurdité. Des films comme Muscle Beach Party et Bikini Beach semblaient amusants au début de l'argent facile du plaisir inoffensif, mais ils ont failli ruiner sa carrière. Il jouait des personnages adultes loufoques, tandis que des adolescents dansaient et surfaient autour de lui. Les critiques ont détesté les films. Les réalisateurs ne voient plus en lui quelqu'un qui pourrait jouer des rôles plus sérieux ou même des rôles comiques intelligents. Son agent, qui était marié à Annette Funicello, l'une des vedettes, ne cessait de le remettre dans ses films de plage. Ils étaient ridicules, et les gens riaient, mais pas dans le bon sens du terme. Même des années plus tard, Barbara Bush s'est moquée de ses rôles lors d'un dîner à la Maison-Blanche. Ils sont restés collés à lui comme de la colle. Il les rendait drôles, oui, mais cela lui a presque tout coûté. Alors qu'il semblait devoir rester coincé dans des rôles loufoques, pour toujours Rickles a pris un virage à gauche. En 1963, il apparaît dans un étrange petit film de science-fiction intitulé X the Man with the X-Ray Eyes. Réalisé par Roger Corman et interprété par Ray Milland, c'est un film à petit budget avec de grandes idées. Rickles jouait un aboyeur de carnaval qui essayait de gagner de l'argent sur le dos d'un homme qui pouvait voir à travers tout. Il ne faisait pas de blagues, il n'a pas joué pour rire. Il a agi et cela a fonctionné. Le film a fini par être un succès auprès des fans de science-fiction et a donné à Rickles un nouveau type d'attention. Pour la première fois,
Les gens ont vu qu'il était capable de traiter des sujets plus sombres et plus sérieux. Il n'est plus seulement le comique en costume bruyant. En 1967, Carl Reiner réalise Enter Laughing, une comédie sur un jeune homme qui tente de devenir acteur. Rickles a joué un petit rôle, celui d'un professeur d'art dramatique, au langage dur, Harry Hamburger. Il n'apparaissait pas longtemps à l'écran, mais lorsqu'il y était, les gens étaient attentifs. Son timing était parfait. Ses répliques tombent bien. Les critiques ont estimé que ces scènes étaient parmi les meilleures du film. C'était sa première véritable tentative de comédie sur grand écran et il l'a réussi. Il a enfin pu montrer au public du cinéma la même magie que celle qu'il avait montrée dans les boîtes de nuit pendant des années. Le film ne l'a pas rendu célèbre, mais il s'en est rapproché. Puis vint Kelly's Heroes en 1970. Cela a tout changé. Le casting était composé de nombreuses stars. Clint Eastwood, Kelly Savalas, Donald Sutherland, mais Rickles a tenu bon. Il jouait le rôle d'un sergent de ravitaillement malicieux nommé Crap Game, et il a presque volé tout le film. C'était un film de guerre, mais pas un film typique. Il y avait de l'humour, de l'action et de l'attitude. Le personnage de Rickles, qui parle vite et est avide d'argent, convenait parfaitement. Le film a connu un grand succès et est devenu un classique culte. Soudain, Rickles n'est plus seulement un invité des talk-shows ou un comique de Las Vegas. C'était un véritable acteur hollywoodien. Dans les coulisses, un moment d'audace a contribué à façonner toute la carrière de Rickles. Cela s'est passé à Las Vegas, à l'hôtel Sands. Frank Sinatra, l'artiste le plus puissant d'Amérique, était en train de dîner. Rickles, qui était encore pratiquement inconnu, y avait également un rendez-vous. Voulant impressionner la femme, il a demandé à Sinatra une faveur, celle de s'approcher et de faire comme s'ils étaient de vieux amis. Sinatra accepte, mais lorsqu'il s'approche de la table, Rickles ne le remercie pas. Au lieu de cela, il lui a fait signe de partir et lui a dit « Frank, pas maintenant. Tu ne vois pas que je suis avec quelqu'un. Tu ne vois pas que je suis avec quelqu'un. » Sinatra aurait pu le détruire pour cela, mais il a ri. À partir de ce soir-là, Sinatra prend Rickles sous son aile. Peu après, Sinatra lui donne un surnom Bullethead. Ce n'était pas une insulte. Cela signifiait que Rickles avait gagné une place dans son monde. Sinatra a donné ce nom après un moment sur scène, en 1957. Rickles a vu Sinatra dans le public et lui a dit « Fais comme chez toi, Frank. » Il a frappé quelqu'un. Tout le monde s'est figé, mais Sinatra a ri. Il aimait les tripes de Rickles. Après cela, personne ne l'a touché. Rickles pouvait dire n'importe quoi même aux personnes les plus dangereuses et s'en tirer. Sinatra le protégeait comme sa famille, mais la protection n'était pas toujours synonyme de sécurité. Le 6 avril 1972. Rickles se produit au Copacabana à New York. Le chef de la mafia, Joey Gallo, se trouve dans le public. Gallo venait de sortir de prison et essayait de reconstruire son pouvoir. Rickles l'a grillé depuis la scène, a dénoncé son séjour en prison, sa réputation, tout ce qu'il a fait. Les amis en coulisses ont paniqué. Ils l'ont supplié d'arrêter, mais Rickles a continué. Gallo n'a pas réagi. Il a même ri. Pourtant, le danger est réel. Plus tard dans la soirée, Gallo invite Rickles à un dîner d'anniversaire au Umberto's Clam House. Rickles a refusé. Il était peut-être fatigué. Il avait peut-être un pressentiment. Quelques heures plus tard, le restaurant a fait l'objet d'une attaque collective. Des hommes armés ont fait irruption et ont tiré plus de 20 balles. Gallo est mort devant sa famille. Si Rickles avait accepté l'invitation à dîner, il aurait été présent. Il aurait pu être tué. Cette décision, qui consistait à sauter un repas tard dans la nuit, lui a peut-être sauvé la vie. Même en vieillissant, Rickles a continué à se produire. En 1985, il est monté sur scène lors de la seconde investiture présidentielle de Ronald Reagan. Il avait toujours été démocrate, mais il y était allé parce que Sinatra le lui avait demandé. Ce soir-là, Rickles a grillé des présidents, des membres du cabinet et des célébrités comme il l'avait toujours fait. Rien n'était interdit. Il ne se souciait pas de la politique. Ce qui l'intéressait, c'était le public, et le public l'aimait. Don Rickles ne s'est pas contenté de participer à l'émission de Johnny Carson.
Il s'est approprié la scène d'une manière qui a changé la télévision de fin de soirée. De la fin des années 1960 aux années 1980, il s'est présenté plus de 100 fois. Parfois, il était programmé. D'autres fois, il arrivait et prenait le relais. Carson adorait ça. Il ne s'est pas contenté de tolérer les coups de Rickles. Il les a accueillis. Ce qui aurait pu mettre fin à la plupart des carrières a fait de Rickles une star. Carson l'a même laissé animer une fois pendant que Carson jouait l'invité. Cela a fonctionné parce que ces deux-là avaient quelque chose de rare. Carson était calme et froid. Rickles était bruyant et rapide. Leur alchimie a permis de rafraîchir chaque visite. Le public savait ce qu'il attendait lorsqu'il entendait la musique de la corrida. Rickles sortait prêt à tirer. Ces moments ont contribué à faire du Tonight Show un rendez-vous incontournable pendant plus d'une décennie. En 1976, Rickles remplaçait l'animateur lorsqu'un petit incident s'est transformé en un moment inoubliable. Il a cassé la boîte à cigarettes en bois de Johnny Carson. Il était sur le bureau de Carson depuis 1967. Lorsque Carson est revenu le lendemain soir, il était confus. Puis il a appris que c'était Rickles qui l'avait fait. Il a donc pris une équipe de tournage et s'est rendu sur le plateau de la nouvelle émission de Rickles. Carson a fait irruption pendant qu'il filmait et l'a confronté sur place. C'était brut et non scénarisé. Rickles s'en est sorti en plaisantant. Carson fait semblant d'être furieux. Ce moment est devenu l'un des clips les plus rediffusés de l'histoire des talk-shows. Ce n'était pas seulement drôle, c'était quelque chose de nouveau. Il a brisé la frontière entre les émissions et a fait de l'hôte un élément de l'histoire. Les téléspectateurs n'avaient jamais rien vu de tel. Rickles était excellent dans les spectacles en direct et les émissions de variété, mais les sitcoms étaient une autre histoire. En 1968, il a obtenu sa propre émission de variété. Cela n'a pas duré. En 1972, il tente à nouveau sa chance. Même titre, nouveau format. Cette fois, il joue le rôle d'un publicitaire dans une sitcom scénarisée, mais celle-ci ne dure que 13 épisodes. Rickles ne pouvait pas briller dans un environnement contrôlé. Son humour a besoin de liberté. Les scénarios le ralentissent. Le public et les critiques l'ont remarqué. L'étincelle qui rendait Rickles spécial n'a pas fonctionné selon les règles des sitcoms, mais ses échecs ont montré quelque chose d'important. Certains artistes ne sont pas faits pour les sitcoms. Ils sont à leur meilleur lorsqu'ils peuvent être eux-mêmes. Cette leçon a influencé la façon dont Rickles a été utilisé dans les émissions ultérieures, puis vint C.P.O. Sharkey. Cette émission diffusée de la fin de 1976 au printemps 1978 a enfin permis à Rickles de trouver un foyer à la télévision. La série l'a placé dans le cadre de la marine, tout comme il l'a fait dans sa vraie vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Il jouait le chef Otto Sharkey, un homme qui aboyait des insultes, mais qui se souciait réellement de son équipage. La distribution était diversifiée, avec des personnages d'origines ethniques différentes. Rickles se moquait de chacun d'entre eux, mais il le faisait avec une étrange chaleur. Les blagues étaient osées pour l'époque, en particulier dans des épisodes comme celui sur le punk rock, mais cela fonctionnait. Rickles avait la possibilité d'être lui-même. Il n'était pas enfermé dans la structure d'une sitcom. L'émission a duré 37 épisodes. Elle n'a pas connu un grand succès, mais elle a prouvé qu'avec la bonne configuration, Rickles pouvait diriger une série. Entre 1973 et 1984, Rickles a trouvé une autre formule idéale, les Dean Martin Celebrity Roasts. Il n'a pas seulement participé, il a dominé. L'idée était simple. Les célébrités se font griller par leurs amis, mais Rickles place la barre plus haut. Il était rapide, vif et sans peur. Tout le monde de Bob Hope à Ronald Reagan était assis sur cette scène, et lorsque Rickles parlait, ils écoutaient parfois nerveusement. L'un des rôtis les plus célèbres a été celui de Frank Sinatra. Rickles n'a pas ménagé sa peine même avec des figures de la mafia dans la foule. Les gens retenaient leur souffle jusqu'à ce que Sinatra se mette à rire. Ce rire a donné à tous les autres la permission de rire aussi. En 1976, Rickles a même fait rôtir Dean Martin lui-même devant des légendes comme Orson Welles et John Wayne. Pendant 10 ans, ces émissions spéciales
ont battu de nombreuses émissions scénarisées en termes d'audience. Rickles est devenu celui par qui tout le monde voulait être rôti. Se faire insulter par lui signifiait que vous aviez réussi. Don Rickles a passé des années à faire rire le monde avec sa langue acérée et son humour intrépide. Mais en dehors de la scène, son histoire est remplie d'un amour tranquille, d'une perte déchirante et de moments que peu de gens ont jamais vus. En 1965, tout a changé pour lui lorsqu'il a rencontré Barbara Sklar. Il avait 38 ans et cherchait encore quelque chose de vrai. Elle n'est impressionnée ni par sa célébrité ni par ses insultes. Elle ne rit pas à ses blagues, ce qui le prend au dépourvu. C'est aussi ce qui l'a attiré. Elle n'était pas comme les autres, elle était calme, posée et honnête. Cette honnêteté lui a permis de laisser tomber la comédie et d'être enfin lui-même. Ils se sont mariés le 14 mars 1965. Pendant les 52 années qui suivirent, ils ne se séparèrent presque jamais l'un de l'autre. Barbara l'a soutenu dans le chaos du show-business et a élevé 2 enfants avec lui, Mindy et Larry. Don plaisantait souvent sur elle sur scène, mais en privé, il l'appelait l'encre de sa vie. Elle l'a suivi en tournée à réorganiser son emploi du temps pour les dîners et l'a soutenu en toutes circonstances. Après sa mort en 2017, elle a même repris son compte Twitter afin de maintenir sa voix en vie pour ses fans. Mais leur histoire d'amour a aussi été marquée par une profonde douleur. Leur fils Larry est né le 12 mai 1970. Il a suivi la voie de son père dans le domaine du divertissement et a produit le documentaire HBO Mr. Warmth de Don Rickles Project, qui a remporté un Emmy en 2007. Les gens pensaient qu'il ne faisait que commencer. Puis, le 3 décembre 2011, Larry est décédé subitement d'une pneumonie alors qu'il n'avait que 41 ans. Don et Barbara sont dévastés. Ses amis se sont dit brisés par cette perte. Pour Don, qui était déjà octogénaire, c'était une blessure qui ne s'est jamais complètement refermée. 10 ans plus tard, l'histoire est devenue encore plus tragique. Le 14 mars 2021, Barbara est décédée à l'âge de 84 ans après avoir lutté contre un lymphome non hodgkinien. C'était la date exacte de leur anniversaire de mariage. Ils étaient mariés depuis 56 ans, jour pour jour. Les amis et les fans ont été stupéfaits par le moment choisi. C'était comme la dernière note d'une histoire d'amour qui avait connu à la fois des joies et des déchirements. Barbara n'était pas seulement la femme de Don Rickles, elle était sa partenaire dans tous les domaines de la vie, et leur lien a résisté à l'épreuve du temps, comme peu de couples hollywoodiens y parviennent. Il y avait une autre facette de Don qui n'apparaissait que devant la caméra, mais pas dans son cadre habituel. Lorsqu'il a joué dans Casino en 1995, les gens ont été surpris. Le film est un drame policier sérieux et violent réalisé par Martin Scorsese et interprété par Robert De Niro, Sharon Stone et Joe Pesci. Rickles était un comique, pas un acteur dramatique. Scorsese l'a prévenu avant le début du tournage que De Niro était intense et sérieux dans son travail. Rickles s'en moque. Il plaisantait quand même. De Niro était célèbre pour ne jamais sortir de son personnage. Il restait silencieux et concentré même entre les prises. Mais Rickles n'a pas suivi ses règles. Dans une scène, De Niro fumait tranquillement une cigarette faisant monter la tension. Rickles n'a pas pu s'en empêcher. Il s'est soudain écrié « Voulez-vous bien dire ces foutues lignes, il est presque 6 heures. Je dois rentrer chez moi. » L'équipe a éclaté de rire. Même De Niro a craqué. Et ce n'était pas la seule fois. Rickles l'a grillé lors d'une autre prise de vue en déclarant « Trouvez quelqu'un qui sait parler pour l'amour du ciel. Ce type se fait 8 milliards de dollars. Je me fais 2 milliards et un café. » C'était du Rickles classique, coupant court au sérieux, avec une réplique qui a fait exploser tout le plateau. Le moment le plus surprenant est celui où il a fait tomber De Niro par terre en riant. Même Scorsese n'a pas pu se retenir. Le timing et le ton impassible de Rickles ont fait tomber le mur du sérieux et ont rappelé à tout le monde à quel point l'humour pouvait être puissant. Même sur un plateau de tournage tendu, il se moquait des répliques des mafieux et livrait une performance qui forçait le respect. Dans Casino, il joue le rôle de Billy Sherbert, le fidèle chef de la sécurité du casino. Le rôle n'était pas tape à l'œil, mais Rickles y apportait une force tranquille.
Il a montré qu'il pouvait faire plus que faire rire les gens. Il pouvait agir avec retenue et puissance quand il le fallait. En 1995, il s'est passé quelque chose que personne n'avait vu venir. Don Rickles, un humoriste connu pour dénoncer les célébrités avec une honnêteté brutale, est soudain devenu la voix d'un jouet pour enfants. À 69 ans, Rickles a été invité à jouer le rôle de Mr. Patate dans un tout nouveau film d'animation intitulé Toy Story. C'était le premier film de Pixar, et personne ne savait si le film allait fonctionner. Rickles n'avait jamais fait la voix d'un personnage de dessin animé auparavant. Il était habitué aux foules et aux clubs enfumés, pas aux studios d'enregistrement. John Lasseter, le réalisateur, s'est présenté chez Rickles avec un jouet Mr. Patate à la main. Lorsque Rickles a ouvert la porte, les pièces du jouet sont tombées. Lasseter a plaisanté en disant que la tête de Rickles ressemblait aussi à une pomme de terre. Ce moment a brisé la glace. Rickles a accepté d'essayer. Au début, c'était étrange, mais très vite, il a apporté son humour acéré au personnage, comme personne d'autre ne pouvait le faire. Soudain, des millions d'enfants riaient des répliques d'un homme qui avait autrefois rôti Frank Sinatra, et ils n'avaient aucune idée de qui il s'agissait. Ce qui a encore plus surpris Rickles, c'est la réaction de ses propres petits-enfants. Ethan et Harrison Mann ont grandi avec les films Pixar. Ils avaient vu leur grand-père se produire en personne. Ils savaient qu'il avait joué dans des films avec Joe Pesci et qu'il passait à la télévision depuis les années 1950. Mais rien de tout cela ne leur importait autant que Mr. Tête de Patate. Ce personnage était leur préféré. Selon sa fille Mindy, c'est la première fois qu'ils ont vu leur grand-père comme quelque chose de plus grand que la vie. Ils ont assisté à la première de Toy Story 3 en 2010, et c'est devenu l'un des plus beaux souvenirs de la famille. Mindy a déclaré que le rôle n'a pas seulement rendu son père célèbre à nouveau, il l'a rendu inoubliable. Chez eux, il n'était pas seulement Don Rickles, il était Pop Pop, la pomme de terre sarcastique. Ce qui n'était au départ qu'un simple film est devenu une partie intégrante de la vie de Don Rickles. Il est revenu pour Toy Story 2 en 1999, puis Toy Story 3 en 2010. Même après son décès en 2017, il est réapparu d'une manière ou d'une autre dans Toy Story 4, qui est sorti en 2019. En cours de route, il a fait la voix du personnage pour les parcs d'attractions, Disney, les émissions spéciales de vacances et les jeux vidéo. Pour une seule attraction, il a enregistré plus de 750 répliques différentes. Il a passé plus de 35 heures dans la cabine, poussant sa voix si fort qu'il ne pouvait plus parler par la suite. Mais il revenait toujours. Même lorsque sa santé était chancelante, il disait oui, chaque fois qu'on l'appelait. Il ne considérait pas cela comme du travail. Il aimait ce petit jouet. Rickles n'a pas changé de style pour ce rôle. Il a lu le texte, puis a commencé à improviser. Ses blagues étaient rapides et crues comme à l'époque où il faisait du stand-up. Pixar a adoré. Ils ont modelé l'animation pour qu'elle corresponde à sa voix. La plupart des meilleurs moments de Mr. Patate n'étaient pas écrits dans le scénario. Elles viennent du fait que Rickles est lui-même. En coulisses, l'homme qui insultait tout le monde sur scène s'est révélé gentil et humble en personne. Les animateurs ont été choqués par sa gentillesse. Le personnage n'était pas seulement drôle, il semblait réel. Lorsque Rickles est décédé en avril 2017, les fans et l'équipe Pixar ont été dévastés. Il n'avait encore rien enregistré pour Toy Story 4, mais sa famille ne voulait pas que son personnage disparaisse. Les ingénieurs du son de Pixar ont donc fouillé dans des décennies d'enregistrements de vieilles prises de clips de parcs d'attractions et même de sons de jeux vidéo. Ils ont reconstitué suffisamment de dialogues pour que Mr. Tête de Patate en vie. Dans le film final, il ne parle pas beaucoup, mais chaque mot est du Rickles. Le film se termine par un hommage qui lui est rendu. C'était une façon discrète de faire ses adieux, mais une façon puissante. Même si sa santé déclinait, Rickles refusait de ralentir. En 2017, l'année même de sa mort, il planifiait encore des spectacles. Il en avait prévu un avec Régis Philbin en mai, un mois seulement après son décès. Il a même essayé de repousser les dates à plus tard dans l'année, espérant qu'il se rétablirait à temps. En février, il a déclaré aux journalistes qu'il se sentait bien à 90 ans et qu'il n'avait pas l'intention d'arrêter. En coulisses,
Il travaillait également sur un projet télévisé pour la ARP. Il n'a jamais abandonné. Il est décédé chez lui à Century City, entouré de sa famille quelques semaines avant son 91e anniversaire. Sa femme Barbara était à ses côtés depuis 52 ans. Il avait perdu son fils unique Larry en 2011. Après sa mort, la famille a demandé que les dons soient versés au fonds de dotation Larry Rickles de l'hôpital pour enfants de Los Angeles. Les hommages rendus après sa mort ont révélé une chose à laquelle la plupart des gens ne s'attendaient pas. Jerry Seinfeld l'appelait le Mont Rushmore de la comédie. Bob Newhart, son ami le plus proche, a déclaré qu'il était l'homme le plus gentil qu'il ait jamais connu. Jimmy Kimmel a pleuré en parlant de lui en direct. L'homme connu pour déchirer les gens avec des blagues s'est avéré avoir un cœur énorme. Ses amis et ses fans ont dit de lui qu'il était généreux, attentionné et profondément loyal. Il a fait des dons pour d'innombrables causes et a aidé d'autres humoristes dans les coulisses. Il consacrait du temps et de l'argent à des associations caritatives juives et aidait à collecter des fonds pour des hôpitaux pour enfants. Il se moquait de tout le monde, mais il aidait aussi presque tous ceux qu'il connaissait. Sa fille, Mindy Rickles, a travaillé dur pour que les gens se souviennent de qui il était vraiment. Elle a contribué à la création d'expositions, à la diffusion de vieux clips et à la narration des histoires qui se cachent derrière les blagues. Elle dit qu'il était plus qu'un simple comique. Il était un père, un grand-père et quelqu'un qui se souciait profondément des gens. Elle s'est donnée pour mission de partager cette facette de sa personnalité, car même si Don Rickles restera toujours dans les mémoires comme le